Merci Madame la Présidente. Madame la Première ministre, il ne s'agit pas de mon patrimoine, mais de celui de mes enfants. Voilà ce qu'indiquait aux médias d'investigation Disclose votre ministre de la Transition énergétique. Selon cette enquête, elle aurait autorisé ses enfants mineurs à devenir actionnaires d'une société dont les fonds localisés dans des paradis fiscaux proviennent du numéro 2 français du pétrole. Depuis 4 ans, pourtant, à aucun moment, votre ministre de la Transition énergétique n'a modifié sa déclaration d'intérêt pour le préciser. Ma question est simple, Madame la Première ministre. Aviez-vous connaissance de ces informations quand vous l'avez nommé ministre de la Transition écologique? Si ces informations sont confirmées, quelles conséquences en tirez-vous sur l'exercice des fonctions de votre ministre? Je vous remercie. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député de la Porte. J'ai pris connaissance ce matin des allégations fausses et calomnieuses publiées par Disclose. Je tiens naturellement à vous apporter toute la transparence sur un sujet qui n'a pas de lien avec mes fonctions de ministre. En 2016, mon père a souhaité préparer sa succession par une transmission directe à ses petits-enfants. Cette transmission a eu lieu par le biais d'une entreprise française soumise à la fiscalité française, par acte notarié établi à Paris et dans le plein respect des dispositions applicables par la loi française. Il n'y a donc rien de dissimulé, rien de caché. Je précise que je ne bénéficie pas et ne bénéficierai jamais de ces fonds n'ayant aucun droit, présent ou futur, sur cette société. J'ai évidemment satisfait les obligations déclaratives prévues par la loi, notamment auprès de la HATVP, qui prévoit expressément que les déclarations de patrimoine ne concernent pas le patrimoine des enfants, y compris mineurs. Je précise également que mes enfants n'ont pas touché d'argent de cette société depuis sa création. Enfin, mon père, âgé aujourd'hui de 77 ans, a effectivement travaillé depuis 1979 dans le secteur pétrolier. Ce n'est un secret pour personne. Pour ma part, je n'ai aucun lien avec la société Perenco, ancien employeur de mon père. C'est en effet une société étrangère qui exerce ses activités pétrolières hors de France. Je n'ai donc pas eu, dans le cadre de mes fonctions de ministre, à connaître d'activités de ce groupe. Mon père, ma mère et mes enfants n'ont pas choisi une vie publique. Je l'ai choisie. Je la conduis en pleine transparence sur mes avoirs comme sur mes intérêts et dans le respect de la loi. S'agissant de ma famille, et ce n'est pas la première fois, vous comprendrez bien que mon devoir est de les protéger. Je vous remercie, Madame la Ministre. Monsieur Delaporte. Chut, un peu de silence, s'il vous plaît. Votre réponse, Madame la Ministre, n'est évidemment pas satisfaisante. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique souligne ainsi que l'absence d'obligation déclarative ne dispense pas le responsable public que vous êtes de veiller à prévenir et faire cesser les situations de conflit d'intérêts qui naîtraient d'autres intérêts indirects détenus tels que l'activité des enfants ou d'autres membres de la famille. Votre réponse circulée, il n'y a rien à voir, nourrit le sentiment de défiance à l'égard de l'ensemble de la classe politique. En outre, les investissements de la société évoqués, que vous avez soulignés à l'heure de la COP27, ne peuvent qu'interroger sur votre position alors que vous êtes en charge des dossiers énergétiques. Nous faisons face au plus grand défi de l'humanité, la crise climatique. Vous voulez sortir des énergies fossiles. En même temps, et vous citiez Perenco, est accusé d'atteinte à l'environnement, aux droits humains en République démocratique du Congo et de dissimulation fiscale. Certes, votre père est l'ancien dirigeant, vos enfants en sont indirectement actionnaires, mais votre position exigera davantage d'explications que celles que vous venez de nous fournir. Merci. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Première ministre. Madame la Première ministre, votre projet d'OPA sur le groupe EDF ne laisse d'interroger. Pourquoi en effet dépenser plus de 9,7 milliards d'euros d'argent public pour prendre le capital d'une société qu'on contrôle déjà? Cette question n'a reçu aucune réponse.
En tant que rapporteur spécial de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, je me suis rendu 2 fois à Bercy. 2 fois à Bercy pour exercer mon pouvoir de contrôle sur pièce et sur place. J'ai demandé des notes ou plans stratégiques actant l'abandon du sinistre projet Hercule de démantèlement d'EDF. Eh bien, figurez-vous, mes chers collègues, qu'aucune n'existe. J'ai pu consulter des documents stratégiques confidentiels qui démontrent une toute autre réalité. Dans une note du 27 juin 2022 que j'ai pu consulter, la montée au capital d'EDF est présentée comme un moyen d'avoir les mains libres pour, je cite, engager une filialisation de toute ou partie des activités du groupe liées à la transition énergétique, suivi le cas échéant de leur introduction en bourse. Il est également écrit, mes chers collègues, débuter par une réorganisation du groupe enverrait un signal négatif aux organisations syndicales qui ne manqueraient pas de se mobiliser. Dans les documents nombreux que j'ai pu consulter, j'ai pu constater l'intention claire du gouvernement de démanteler EDF une fois la nationalisation terminée. Alors, Madame la Première ministre, ma question est simple. Lorsque le gouvernement, par la voix du ministre de l'économie Bruno Le Maire, le 22 juillet dernier à la tribune de cette Assemblée, a affirmé que le gouvernement garantirait l'unité d'EDF, avez-vous menti à la représentation nationale? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Gabriel Attal, ministre chargé du budget, des comptes publics. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Philippe Brun. Je veux d'abord excuser l'absence de Bruno Le Maire qui est à Bruxelles pour une réunion de l'Eurogroupe. L'objectif de la montée à 100% au capital d'EDF, il est clair. C'est renforcer la politique nucléaire de la France, conformément au discours du président de la République à Belfort, qui prévoit notamment la construction de 6 EPR2. Tout ça pour assurer notre souveraineté énergétique, celle des Français et de notre pays. Ça n'aurait aucun sens de monter à 100% au capital d'une entreprise comme EDF pour la démanteler ou la vendre par appartement. Ça n'est absolument pas le sujet. Et Bruno Le Maire a déjà eu l'occasion de dire que le projet Hercule n'était plus à l'ordre du jour. Monsieur le député, vous avez exercé, conformément à vos prérogatives de rapporteur spécial, votre pouvoir de contrôle sur pièce. Vous vous êtes rendu à 2 reprises à Bercy. Les portes vous ont été ouvertes. Tous les documents que vous avez demandés vous ont été communiqués. Je vous vois hocher la tête. Vous avez pu les consulter en toute transparence, que nous sommes très respectueux. Vous avez eu accès à de nombreux documents, à des notes. Et les équipes de Bruno Le Maire, Bercy est à votre disposition pour vous répondre si vous avez des questions sur certains documents qui auraient été consultés. Moi, je vous rappelle, l'objectif qui est le nôtre, c'est de conforter et de renforcer EDF, qui en a bien besoin, pour être capable d'assurer la souveraineté énergétique de notre pays. Et j'espère que vous nous suivrez dans cette voie quand les débats auront lieu au Parlement sur ce sujet. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Monsieur Brun. Monsieur le ministre, je vous renvoie à une note que j'ai pu consulter du groupe de travail de négociation avec la Commission européenne sur les prix et tarifs réguliers de l'électricité. Et dans cette note figurent 4 scénarios pour l'avenir d'EDF. Et dans ces 4 scénarios, le démantèlement d'EDF est envisagé. Et pour toutes ces raisons, nous devons nous inquiéter. Vous devez faire acte de transparence désormais et nous appelons à une loi de nationalisation qui permettra de fixer définitivement l'avenir d'EDF. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Santé et de la Prévention. Soins déprogrammés faute de lits, transfert hors région de certains patients, enfants hospitalisés dans des services adultes. Les services de pédiatrie sont saturés, d'où leur cri de détresse il y a quelques jours. Et la situation tendue en pédiatrie n'est que l'arbre qui cache la forêt, car c'est tout l'hôpital public qui est en voie d'effondrement. Le vrai problème est structurel. Les conditions de travail amènent les personnels à quitter l'hôpital et des services, y compris aux urgences, doivent être fermés. Face à cette situation, vous avez annoncé un plan pour soutenir les services en tension de l'hôpital de 150 millions d'euros, puis de 400 millions d'euros et enfin hier, au détour du débat sur le PLFSS, de 556 millions d'euros au total, et ce, sans aucune nouvelle recette. Ces enveloppes successives, bien que bienvenues, sont l'illustration de votre pilotage à la petite semaine. Malgré votre communication, l'Ondam est 2 fois inférieur à l'inflation et de fait, le gouvernement réduit les moyens du système de soins et l'hôpital public en est la première victime. Alors, Monsieur le ministre, à quand une réponse pérenne et d'envergure pour l'hôpital public? Merci, chers collègues. La parole à Monsieur le ministre de la Santé et de la Prévention, Monsieur François Braun.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Poumirol, vous imaginez bien et vous le savez, je suis de très près la situation des services de pédiatrie, plus généralement la situation également de notre hôpital public et de ses difficultés. Je peux vous assurer que l'ensemble des moyens disponibles sont mobilisés pour faire face à cette nouvelle crise et à cette épidémie de bronchiolite. Santé publique France, d'ailleurs, ce matin, nous indiquait que c'est une épidémie qui dépasse les pics épidémiques que nous avons connus depuis plus de 10 ans. D'ailleurs, pour accompagner cette information, j'ai décidé ce matin, en complément de tout ce qui était déjà mobilisé, de déclencher le plan Orsan spécifique à cette épidémie pour renforcer encore les moyens des ARS et permettre que l'ensemble de l'hôpital puisse se concentrer sur ce problème particulièrement aigu aujourd'hui. Des mesures d'urgence ont été prises et le gouvernement, et je remercie le Sénat, a amené effectivement des moyens financiers supplémentaires pour faire face à ces difficultés, mais je vous rejoins lorsque vous dites que le problème est plus structurel au sein de notre hôpital public et de notre système de santé. Et le ministère de la Santé et de la Prévention ne doit pas et ne sera pas uniquement un ministère de crise, mais un ministère chargé de refonder notre système de santé dans son ensemble. C'est d'ailleurs tout l'enjeu du Conseil national de la refondation en santé qu'a voulu le Président de la République. J'ai commencé à rencontrer depuis une semaine l'ensemble des professionnels, bien sûr de la pédiatrie, mais l'ensemble des professionnels de l'hôpital également. En ce qui concerne plus spécifiquement la pédiatrie, nous travaillons aux assises de la pédiatrie et de la santé de l'enfant, puisque tout le champ de la santé de l'enfant mérite d'être réformé. Nous aboutirons au printemps avec une feuille de route pour les années à venir sur l'ensemble de la santé de l'enfant. Dans les mêmes dates, nous aurons les résultats des différents CNR, territoriaux et nationaux sur la santé, pour la refondation de notre système de santé, pour qu'il soit basé non plus sur l'offre de soins, mais bien sur la réponse aux besoins de santé de la population française. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Chers collègues, allez-y. Monsieur le ministre, on ne peut pas se cacher derrière l'épidémie de bronchiolite pour parler des problèmes actuels. Vous avez fait des choix, et ces choix, il faut maintenant les assumer. Vous avez décidé de faire porter les 17,7 milliards d'euros de la dette Covid sur la sécurité sociale, créant cette année son déficit. Vous avez décidé d'exonérations de cotisations qui sont passées en 5 ans de 39 à 71 milliards. Mais vous refusez dans le même temps toutes les propositions que nous avons pu vous faire pour trouver de nouvelles recettes. C'est donc que vous faites le choix délibéré du déficit pour la sécurité sociale, et ce peut-être ou sans doute au profit du système privé à but lucratif. Alors, monsieur le ministre, nous sommes à croiser des chemins. Soit vous décidez d'abandonner l'hôpital public, soit vous engagez enfin cette réforme structurelle. Le groupe socialiste, écologiste et républicain de son côté est clair et réclame une réforme urgente et pérenne tenant compte du ratio patient-personnel soignant sur tous les territoires. Merci Monsieur le Président. Madame la Première ministre, les savoirs techniques et manuels sont essentiels à notre quotidien et à la réussite collective de notre pays. Et pourtant, lors de sa présentation sur la réforme de la voie professionnelle en septembre dernier, le Président de la République a fait savoir qu'il entendait réduire le nombre d'heures dédiées aux savoirs fondamentaux dans les lycées professionnels. Cela n'est pas sérieux. Et pour preuve, en 10 ans, presque 1400 heures d'enseignement ont été supprimées. Il reste aujourd'hui moins de 2 heures de français par semaine pour les bacs pro. Les heures d'enseignement fondent en réalité comme neige au soleil et on pousse de plus en plus tôt les jeunes dans les bras du marché du travail, au détriment de leur ouverture culturelle et de leur émancipation. Le manutentionnaire n'aurait pas besoin de trop d'éloquence pour la basse besogne, peu importe si cela le met en difficulté pour défendre ses droits ou changer sa carrière. Un ouvrier n'est pas fait pour devenir poète ou encore professeur, et puis, c'est bien connu, s'il veut s'insurger, il aura la grève ou l'abstention. Madame la Première ministre, les inégalités commencent dès la naissance. Et avec cette réforme, vous les accentuez. Et même pire, vous renoncez à déjouer les pronostics, ce qui est pourtant au cœur du pacte républicain. Alors on ne choisit pas toujours d'où l'on vient, ni le métier que l'on exerce, mais une chose est sûre, l'école est faite pour donner à tous ses élèves une formation suffisamment qualifiante pour avoir le choix de partir et de pouvoir rebondir. Finalement, cette réforme suit la même logique que votre réforme de l'assurance chômage, à savoir le travailleur de se soumettre au marché du travail. Et son émancipation, ça sera pour plus tard. Ma question est assez simple. Que comptez-vous faire pour sécuriser le parcours de vie de notre jeunesse en lycée professionnel? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Et la parole est maintenant à Madame Carole Grandjean, ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle.
Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Cardon. Au fond, je crois que c'est la première fois qu'un président de la République porte aussi fort les valeurs de la voie professionnelle et le lycée professionnel au cœur de son engagement de campagne et de politique publique. Au fond, tout doit être fait pour faire réussir la jeunesse. Et effectivement, alors qu'un tiers des lycéens passent par la voie professionnelle, nous devons accompagner l'évolution de la voie professionnelle pour qu'elle mette en réussite l'ensemble de ces jeunes. Vous l'avez dit, monsieur le sénateur, nous avons un défi, celui aussi de mettre en place partout, sur tous nos territoires, dans tous les lycées professionnels, le pacte républicain, celui de la promesse que nous devons leur faire, qui est celui de les accompagner, bien sûr en tant que citoyens, pour qu'ils puissent grandir, parfaire effectivement leur éducation et être demain des citoyens éclairés qui s'engageront dans une voie professionnelle et qui doit les préparer aussi à une insertion professionnelle réussie. C'est tout le défi finalement de cette réforme professionnelle, c'est celle d'accompagner les savoirs fondamentaux que vous avez évoqués et Monsieur le Président de la République ainsi que Madame la Première ministre l'ont réaffirmé à plusieurs reprises. Nous souhaitons préserver les savoirs fondamentaux, nous souhaitons accompagner ces élèves souvent plus fragiles sur ces savoirs fondamentaux qui sont essentiels à leur citoyenneté, mais nous souhaitons également leur donner toutes les cartes pour qu'ils puissent s'insérer professionnellement et réussir l'insertion professionnelle qui aujourd'hui, je tiens à le rappeler, ne concerne qu'un élève sur deux diplômé 2 ans après l'obtention de leur diplôme et hors poursuite d'études. Ce constat-là, il n'est évidemment pas le fait des enseignants qui sont évidemment pris dans un système. C'est de notre responsabilité collective que d'accompagner ce changement de système pour que nous donnions toutes les cartes aux enseignants pour qu'ils puissent accompagner les élèves et les mettre en situation de réussite effective. Merci Madame la Ministre. Monsieur Cardon. Madame la Ministre, écoutez, je ne suis pas surpris de votre réponse. Vous confortez même ce que je suis en train de dire. En tout cas, tout ce que je vois, c'est que ce gouvernement est un spécialiste des slogans. Notre école, faisons-la ensemble. Notre lycée professionnel, faisons-le ensemble. Chiche. Madame la Ministre, chez moi en tout cas, il y a les faiseux et les diseux. Les Français vous demandent tout simplement d'être les faiseux et de construire une vraie concertation pour sauver le lycée professionnel, et pas l'inverse. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, depuis 54 jours, le sang coule en Iran et c'est d'abord le sang des femmes. En février 1979, avant même l'instauration de la République islamique d'Iran, l'ayatollah Khomeini considérait déjà que la liberté de la femme était un principal obstacle à son projet politique. Et depuis l'élection de l'ultra-conservateur Raïssi, la situation s'est encore dégradée. Depuis 54 jours, depuis la mort de Mahsa Amini, les manifestations se multiplient et la répression est de plus en plus brutale au fur et à mesure que le pouvoir se sent en danger. Une répression sans précédent s'abat sur le peuple iranien. La police ouvre le feu sur les manifestants. Il y a plus de 300 morts, 14 000 arrestations, comme ces 2 journalistes qui sont aujourd'hui en prison parce qu'elles ont dénoncé le crime commis par la police des mœurs. Toutes celles qui brûlent leur voile, qui arrachent leur carcan, qui se coupent les cheveux, risquent aujourd'hui la peine de mort. L'Iran balaie l'intégralité des droits humains et pourtant, depuis mai 2021, la République islamique d'Iran est membre de la Commission de la condition des femmes des Nations unies. C'est surréaliste. En niant le droit des femmes et en menant une répression féroce contre son peuple, l'Iran, vous en conviendrez, a démontré qu'il n'avait pas sa place au sein d'une commission qui promeut le droit des femmes et l'égalité des sexes. Les premiers à réagir ont été les Canadiens. Puis, ce furent les États-Unis qui lancent désormais une initiative pour provoquer le départ de l'Iran de cette instance. Que dit la France? Que dit la France, Monsieur le Ministre? Allez-vous exiger l'exclusion de l'Iran de la Commission des droits des femmes de l'ONU? Le régime des mollahs n'a rien à y faire. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Olivier Becht, ministre délégué chargé du commerce extérieur. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Carlotti. D'abord, je voudrais excuser l'absence de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Madame Catherine Colonna. Oui, le mouvement de protestation des Iraniennes et des Iraniens se poursuit. Alors que le 26 octobre a marqué le 40e jour suivant le décès de Mahsa Amini,
Moment essentiel du cycle de deuil musulman chiite, plusieurs cérémonies de deuil pour d'autres protestataires décédés au début du mouvement ont été organisées ces derniers jours. Ces très nombreux et tristes anniversaires suscitent des rassemblements qui continuent de faire résonner le cri « Femmes, vie, liberté ». Face aux revendications légitimes de la jeunesse iranienne, les autorités maintiennent leur répression violente. Et oui, le bilan aujourd'hui est de plus de 300 morts. Comme vous le savez, nous avons réagi fermement à cette brutalité, notamment à travers un premier paquet de sanctions européennes adopté le 17 octobre visant les responsables de la répression. Nous travaillons actuellement avec nos partenaires européens à un second paquet de sanctions visant d'autres responsables. Il ne doit y avoir et il n'y aura aucune impunité à aucun niveau. En fin de semaine dernière, nous avons également échangé avec nos partenaires du G7 au sein de l'évolution de la situation en Iran. Nous partageons les mêmes préoccupations très fortes quant à la réponse brutale des autorités iraniennes aux aspirations légitimes de sa population. Nous sommes donc tous au clair. Si la répression se poursuit, c'est aussi les sanctions qui se poursuivront. Et la France agira à tous les niveaux, y compris au niveau de l'Organisation des Nations Unies, si nécessaire. Madame Carlotti. Merci, Monsieur le Ministre. Je regrette cette réponse timide. Certes, des sanctions ont été prises par la France et par l'Union européenne, mais elles sont bien timides aujourd'hui. Et pendant ce temps-là, le régime continue à tuer. Aujourd'hui, la situation s'est aggravée, il y a urgence. Et ce n'est plus le moment de la simple compassion, ça ne suffit pas. Nous attendons de la France qu'elle soit plus audible pour dénoncer la répression et pour défendre ceux qui se battent pour leur liberté. Alors, faisons-les sortir de la Commission.